Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo avec, pour m'accompagner, Aude Morakini. Bonjour Aude. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et dans l'actualité, eh bien après 2 semaines après avoir avoué qu'il détenait bien un compte en Suisse, Jérôme Cahuzac est sorti de son silence. Il reconnaît une faute morale, démissionne de son mandat de député. L'ancien ministre évoque sa part d'ombre et cette folle erreur qu'il a suivie durant 20 ans. Le bal des patrimoines est ouvert. On sait désormais tout ce que possèdent les membres du gouvernement, leurs maisons, leurs comptes bancaires, jusqu'à leur vélo. Les députés, de leur côté, rechignent. Ils ne veulent pas que leur patrimoine se retrouve sur la place publique. L'Assemblée nationale en pleine effervescence avec l'examen en 2e lecture du texte sur le mariage. Le vote aura lieu mardi prochain. Des incidents dans l'hémicycle et dans la rue. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses. Le climat se radicalise. Et avec nous pour commenter l'actualité, Alain Vidalies. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement. Un poste qui n'est pas de tout repos en ce moment. Une nuit blanche, par exemple, dans la nuit de jeudi à vendredi. Des députés, des parlementaires qui ne veulent pas publier leur patrimoine. C'est un ministère difficile en ce moment. Vous savez, c'est un ministère dont on ne connaît pas toujours l'activité, mais qui est extrêmement intense. Dès que vous voyez qu'il y a des hésitations ou des questions qui peuvent se poser dans la machine gouvernementale, on est très souvent au cœur du sujet. Alors c'est la règle dans cette émission. Nous sommes allés aux 4 colonnes tendre notre micro à quelques-uns de vos ex-confrères députés. Voici ce que ça donne. C'est quelqu'un de discret, mais de tout à fait disponible. Moi, j'ai découvert un homme extrêmement professionnel, connaisseur et qui fait du bien, je crois, au travail parlementaire. Donc, chapeau à Alain Vidalies. Je m'attendais à ce qu'un vieux routier de l'Assemblée, comme vous dites, quelqu'un qui connaît bien ici le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui a été très longtemps député, fasse mieux cet équilibre entre les droits du gouvernement, les droits de l'Assemblée nationale, de la majorité et de l'opposition. Et je trouve qu'il a un peu de mal parfois à trouver ce point d'équilibre et il gagnerait à mieux défendre les droits du Parlement et les droits de l'opposition. Très malin, très patient et je pense que s'il n'était pas là aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de tension entre le Parlement et l'exécutif. Moi je le trouve un peu fermé, je le trouve un peu trop partisan pour établir véritablement le lien. Mais on a affaire à un homme qui est vraiment trop doctrinaire pour pouvoir être le lien entre le Parlement et le gouvernement. Pour des compliments et des critiques, c'est un peu la règle. Pour quelqu'un qui a été si longtemps député, vous ne défendez pas assez les droits des parlementaires, dit Daniel Fasquelle. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Moi, je comprends cette critique parce qu'elle repose sur une conception qui est peut-être un peu différente de ce qu'est le ministre des Relations avec le Parlement. C'est pas un poste de médiateur, c'est un poste de je défends une politique. Et je suis d'ailleurs j'appartiens au gouvernement avec cette particularité, c'est probablement pour ça qu'on m'a confié cette mission, d'avoir aussi, j'essaye de le faire le mieux possible, d'avoir aussi ce lien avec l'opposition que n'ont pas forcément tous les autres ministres. Mais j'ai voulu dès le départ ne pas être, je dirais, une sorte simplement de correspondant du gouvernement. Je fais de la politique. Que ce poste, c'est peut-être le poste le plus politique d'un ministre. C'est évidemment un poste, je ne sais pas si c'est le plus politique, mais c'est un poste très politique. D'ailleurs, c'est le seul ministère qui est rattaché directement au Premier ministre. Et donc, le quotidien dans ce ministère-là, c'est de travailler tous les jours, pratiquement en permanence. Donc vous êtes en lien avec le Premier ministre régulièrement, tous les jours. Bien sûr. Il faut équilibrer la politique, évidemment. Oui, être l'écho du Parlement, travailler beaucoup avec la majorité. Il y a ce double aspect. Et puis, un aspect qui n'est pas connu, mais vous qui suivez l'Assemblée, mais c'est vrai au Sénat, je suis amené à remplacer très souvent les ministres, une sorte de 12e homme un peu polyvalent, mais parfois au pied levé. C'est une partie difficile, mais aussi intéressante de la tâche. Alors, on va passer au lundi, puisque vous êtes ministre et vous avez participé à cette opération, on va l'appeler opération transparence. Mais c'est un drôle de lundi pour les ministres. En fin de journée, sur un site internet, les Français ont pu examiner le patrimoine de chacun des ministres. Le détail avec Jérémy Hartmann. Il était attendu un peu plus tôt dans la journée, mais les internautes curieux auront finalement dû patienter jusqu'à 18h10 avant de découvrir le site de tous les fantasmes.
les déclarations de patrimoine des ministres, accessibles à l'adresse www.déclaration-patrimoine.gouvernement.fr. Voici donc à quoi ressemble la déclaration patrimoniale d'un ministre. Un tableau sur fond blanc avec plusieurs chapitres, comme les comptes bancaires, les immeubles bâtis et non bâtis, les assurances vie ou les biens mobiliers divers. Des tableaux dans lesquels on peut lire pêle-mêle que Michel Delaunay possède une longue liste de 23 comptes en banque, que Christiane Taubira est l'heureuse propriétaire de 3 vélos et que Laurent Fabius est à découvert de 30 716 € sur l'un de ses 3 comptes bancaires. Mais le total de chaque patrimoine n'est pas affiché en bas de page. Il faut donc faire le calcul soi-même pour apprendre par exemple que Jean-Marc Ayrault a déclaré un patrimoine net de 1 550 000 €. Il n'y a pas non plus de tableau récapitulatif de l'ensemble des 38 ministres. Une présentation qui cherche à éviter tout comparatif, car la crainte de l'exécutif est de voir apparaître un palmarès des ministres, des plus riches aux plus pauvres. Mais puisque l'info est désormais accessible, on peut vous le dire, c'est Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré le patrimoine le plus important du gouvernement. Bon alors Alain Vidalis, voilà, c'est fait. Est-ce que la démocratie se porte beaucoup mieux après avoir déclaré son patrimoine? Je ne dirais pas beaucoup mieux, mais je pense que c'est une sorte de passage obligé. Quel est le problème? Il faut être conscient, mais pour nous, comme pour la droite républicaine, il y a une suspicion qui existe dans la population sur ce que sont les élus, sur ce qu'ils font. Manque de confiance, mais je pense que c'est plus grave, c'est vraiment de la suspicion. Quand on connaît bien ce milieu, quand on vit, on constatait dans tous les sondages pratiquement aujourd'hui que 75-80% des gens ont une mauvaise image ou pensent que même carrément que les gens sont corrompus. Et ça entraîne que la parole politique elle-même est décrédibilisée. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où ça ne va rien changer pour l'action du gouvernement. Mais on a besoin aujourd'hui de retrouver non pas la confiance dans notre politique, mais dans un premier temps la confiance. Vous dites que ça ne va rien changer, donc c'est symbolique finalement. Non, c'est pas ce que je dis. Si vous avez compris ça, je me suis mal exprimé. C'est vraiment très important. C'est pas pour défendre notre politique, c'est pour redonner du crédit et pour lever la suspicion qui existe aujourd'hui vis-à-vis de nous, mais comme vis-à-vis de tous les élus. La France est aujourd'hui très affectée par cela. Et donc, ce que veut faire le président de la République, c'est répondre. On peut penser que les Français ont tort. On peut se dire, mais enfin, pourquoi ils pensent ça? Puisque nous, on essaye de vivre normalement. Mais c'est la réalité. Et pourquoi attendre l'affaire Cahuzac? On aurait pu se dire que François Hollande, vous l'avez dit, il aurait pu le faire il y a 11 mois quand il est arrivé au pouvoir. Mais parce qu'il y a eu, vous comprenez bien que cette... Elle ne répond rien à l'affaire Cahuzac, ce besoin de transparence. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'une affaire comme ça ne met pas en exergue la question de la transparence des modes de vie des élus. Oui, mais cette publication n'empêcherait pas une affaire Cahuzac, ça, vous êtes d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas cette opération-là qui empêcherait ça. Le document que vous avez, qui est commenté en disant il n'y a pas d'addition, etc., c'est pas un document fait pour cette affaire-là. Hein. Ce qu'on a rempli, c'est un document qui existe déjà. Car les élus font des déclarations et on l'a rendu public et on l'a actualisé, mais il est présenté exactement de la même façon que ceux qu'on a remis et qui étaient jusqu'à présent secrets. On est un peu aussi quand même dans la transparence mania, vous êtes d'accord? On peut pas dire, besoin de tout est transparent, peut-être un peu trop même. Je suis pas d'accord. On peut pas dire tout et son contraire. Je veux dire, si on n'avait rien fait, vous seriez en train de dire, mais enfin, quand même, c'est grave, vous comprenez, et vous reprendriez mes phrases en disant, mais la suspicion des Français, que vous répondez à quoi? Quand on s'engage, et c'est le message du président de la République. C'est pas une idée, une conception. Si les Français avaient une autre image, au fond, ça change rien de ce qu'on est. Simplement, comme nous, on sait que ce qu'on est en fait ignoré par les Français ou qu'ils ont une image qui est différente de ce qu'on est ou de ce qu'on essaye d'être dans tous les cas, eh bien la transparence, elle répond à ça pour qu'après la parole politique puisse être reçue. Elle n'est pas reçue aujourd'hui suffisamment. Alors, Alain Vidalis, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. On va passer au mardi et après la discipline des ministres, ça ne vous a pas échappé, il y a la rébellion des députés. C'était annoncé par François Hollande. Le choc de moralisation passera aussi par la publication du patrimoine des parlementaires. Mais en ce mardi à l'Assemblée, une partie des députés, y compris socialistes, montre dans les couloirs de l'Assemblée comme une réticence à cette perspective. Jean-Baptiste Daoulas.
C'était mercredi dernier. François Hollande fait une annonce choc sur le patrimoine des politiques. Les déclarations de patrimoine seront rendues publiques pour tous les membres du gouvernement. Elles le seront pour les parlementaires une fois le projet de loi adopté. Les ministres se sont exécutés lundi, mais les parlementaires traînent des pieds. À commencer par le groupe socialiste. La plupart des députés PS ne veulent pas avoir à décider eux-mêmes de publier leur patrimoine. Nous pensons qu'une haute autorité indépendante va être nommée demain pour gérer ces déclarations de patrimoine. C'est à elle qu'il appartiendra de définir les modalités de la mise à la publicité de ces déclarations. En clair, rien ne dit que le patrimoine des parlementaires sera publié. Depuis une semaine, Claude Barthelone mène la fronde contre le projet de François Hollande, pour le plus grand bonheur de l'opposition. Claude Barthelone a dit avant le week-end, la publication du patrimoine ne sert à rien. Si Jérôme Cahuzac était aujourd'hui au gouvernement, chacun sait qu'il n'aurait pas publié les informations qui finalement ont causé le scandale et son départ du gouvernement. Quand Claude Barthelone prend la position qui est de s'opposer à la publication des patrimoines, ça n'est pas la position des députés UMP, c'est une position qui est très largement partagée. Un front Barthelone-Jacob-Lagarde inédit. Pourtant, chaque groupe l'affirme, il ne s'agit pas d'une réaction corporatiste. Alors vous avez réussi un petit tour de force, mettre d'accord Claude Barthelone et Christian Jacob. Le projet de loi sera en Conseil des ministres mercredi. Il y a quand même de fortes chances que les députés ne votent pas cet article-là. Comment allez-vous faire? D'abord, je voudrais remarquer dans la qualité de votre émission, parce que jusqu'à présent, je me demandais quelle était la position de l'UMP sur cette question. Nous avions plusieurs fois interrogé M. Jacob, si j'ai bien compris, pas extrapoler ses propos, parce qu'il y a quelques mots, si j'ai bien compris, ils sont hostiles. C'est important comme information. Les socialistes aussi sont hostiles. Attendez, la position de l'UMP, jusqu'à présent, il commentait les différentes positions des autres. Là, si j'ai bien compris, M. Lagarde est contre, et qui s'exprimait, je suppose, pour son parti ou son groupe. D'accord. Donc, et M. Jacob est contre aussi. J'enregistre. J'ai pas entendu Thierry Mondon pour dire qu'il était pour. J'enregistre aussi, non mais j'enregistre ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fait des déclarations. Il y a une commission de la transparence qui existe. Cette commission n'a aucun pouvoir, et notamment pas celui de pouvoir saisir l'administration fiscale pour procéder à des vérifications. Dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres mercredi, nous allons donc créer une haute autorité pour la vie publique, et cette haute autorité va recevoir des pouvoirs d'investigation. C'est pour répondre à votre observation sur l'affaire Cahuzac, car c'est le manque d'investigation qui pose un problème. Donc un pouvoir de contrôle. Pouvoir de contrôle. Elle va recevoir les déclarations qu'elle reçoit aujourd'hui, qui sont peut-être même plus précises, au moins sur les règles appliquées. Deuxièmement, un pouvoir de contrôle sur le contenu. Un pouvoir d'investigation, c'est-à-dire que l'administration fiscale et les banques devront fournir à cette autorité l'ensemble des Alors, Claude informations. Barthelone applaudit des deux mains sur tout ce volet de renforcement des mesures et du contrôle, mais la publication, il n'en veut pas. Qu'est-ce que vous allez faire de cette obligation de publication des patrimoines des élus que vous avez proclamé, que François Hollande a annoncé? Oui, que le président de la République a annoncé, et nous allons donc, quand le texte viendra en débat, discuter non pas du principe, mais des modalités. Le débat est ouvert. C'est la haute autorité qui va décider. Pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas, sur cette question qui est importante, de renvoyer la solution à une autorité indépendante. La solution, pour l'instant, on n'avait pas entendu ça. La solution est politique, et elle sera ou la publicité, ou une publicité sous une forme différente que celle qui a été faite d'une manière un peu abrupte pour les membres du gouvernement. Mais on restera dans une discussion. La marche arrière est possible. On sent que sur la publication des patrimoines. Non, je ne souscris pas du tout à vos propos. La décision est prise de le faire. On n'a pas les modalités pour nous. On l'a fait tout seul. Là, il s'agit des parlementaires. On va quand même avoir un dialogue avec eux. Je ne sais pas, moi, quelles sont les solutions alternatives qui sont possibles, qui sont acceptables. Dans tous les cas, sur le principe,
on reste sur la démarche qui a été voulue par le président de la République. Alors, puisqu'on parle de transparence, Alain Vidalies, pourquoi ne pas s'attaquer aussi à la cagnotte de la réserve parlementaire, 150 millions d'euros? Pour certains, eh bien, c'est une affaire de clientélisme. Pour d'autres, au contraire, une aide aux acteurs locaux. Vous allez voir, les avis sont partagés. Mathilde Bélanger. Faut-il supprimer la réserve parlementaire? Cette cagnotte est attribuée chaque année aux députés et sénateurs qui la redistribuent ensuite sur leur territoire. Au Sénat, les avis sont partagés. Pour beaucoup, ce système est d'abord une aide pour les acteurs locaux. Ça me permet d'aider les associations et puis lorsque une commune a besoin d'une aide, je la donne. Ce qui me reste n'est pas si important que cela, donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de supprimer ça aussi. La réserve coûte chaque année 150 millions d'euros à l'État. 90 millions vont aux députés, 60 millions aux sénateurs. Mais plusieurs problèmes sont pointés du doigt. L'inéquité des dotations entre les élus, le manque de transparence et l'aspect clientéliste du système. Récemment, le sénateur Philippe Marini s'est fait épingler pour avoir largement financé avec cette somme le centre équestre de sa ville de Compiègne. Je ne vois pas de quel droit un parlementaire peut avoir une somme dont il dispose librement pour financer tel ou tel type d'opération. J'ai demandé à plusieurs fois que ça soit attribué de façon égalitaire entre tous les parlementaires, sans distinction d'appartenance à commission ou d'ancienneté et autres. Il n'y a pas moyen d'y arriver, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on arrête les frais. D'autres plaident pour une réforme du système, c'est le cas de Jean-Louis Masson. Le sénateur de la Moselle a présenté une proposition de loi visant à rendre publique l'utilisation de cette réserve. Lorsqu'un sénateur, par exemple, s'en met plein les poches par le biais d'une association bidon, eh bien, comme ça serait publié, tout le monde saurait que l'intéressé a agi de manière malhonnête et automatiquement, eh bien, il y aurait des poursuites judiciaires à son encontre. La disparition de la réserve parlementaire pourrait être une mesure de la prochaine loi de finances qui sera examinée au Parlement à l'automne prochain. Alors il y a une semaine, Pierre Moscovici, ministre des Finances, il dit eh bien, il faut réformer tout cela, ça ne peut pas rester en l'état. Et si on comprend bien, eh bien, le gouvernement ne touchera pas à la réserve parlementaire, c'est bien ça? Qui a raison alors? C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, parce que quelle est la question sur la réserve parlementaire? D'abord, le gouvernement ne souhaite pas prendre la décision unilatéralement. C'est une question qui concerne le Parlement. Deuxièmement, la réponse, c'est est-ce qu'il faut supprimer la réserve parlementaire? Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette affaire. En réalité, sur le terrain, les associations, les petites communes, souvent, pour elles, c'est peu de choses en milliers d'euros. Une manne financière, c'est une aide. Ça permet de sauver les gens, etc. Donc il y a tout un discours, une fantasme autour de ça. Quelle est la réponse? Ou, pour éviter ces problèmes, vous les supprimez, mais vous supprimez en même temps l'utilité. Donc je pense que la question... D'un autre côté, il y a quelques dérives. Il y a eu des dérives, il y en a encore. Je pense que M. Marini avait son million quand même. Ça surprend tout le monde, y compris les gens qui ont l'habitude. Donc quelle est la réponse? Que tout soit public. C'est de l'argent public. Déjà, à écouter, les gens pensent que, je sais pas, que c'est une cagnotte, c'est de l'argent, ou que c'est le député qui fait un chèque. C'est rien de tout ça. L'argent, il passe par le trésor public, il va jamais sur les comptes du député. Transparence, là aussi. Transparence sur le montant. Ce qu'a fait Claude Barthelone à l'Assemblée est remarquable. Hein, on l'a pas dit, parfois, mais avant, quand vous étiez député de l'opposition, vous aviez une petite somme. Donc transparence sur les montants distribués, voilà, ça passe par la loi, ça passe par la loi ou pas? Ça passe par l'Assemblée nationale, oui, par le Sénat. Moi, il me semble, il faut discuter de ça. Donc au président du Sénat et à l'Assemblée nationale de se mettre d'accord entre eux et avec vous, c'est ça? Ils ont déjà fait beaucoup de choses, mais nous, je pense que la réponse, là c'est pareil. On voit bien qu'il y a les articles de presse, etc. Je sais... 90%, ça ne correspond pas à la réalité. Vous avez montré un sénateur qui dit qu'il faut changer tout ça. Enfin, j'espère que tout le monde sait. Transparent. Enfin, finalement, la transparence éloigne le fantasme. Que c'est parce qu'il est en conflit avec un sénateur voisin qui l'accuse. C'est une affaire judiciaire, donc je ne veux pas aller au-delà. Donc vraiment, c'est un problème très à part. Particulier. Transparence, les gens, il faut qu'ils sachent combien on reçoit et à qui on le donne. Et à partir de là, je pense que ça posera aucun problème et qu'en plus, ça continuera à rendre les services qui sont rendus aujourd'hui. Donc, je crois que effectivement, le président de l'Assemblée et le président du Sénat sont sur cette ligne-là. Juste un mot rapide, parce que c'est important sur les conflits d'intérêts dans le projet de loi, toujours présenté mercredi en Conseil des ministres. Y aura-t-il la liste des métiers incompatibles avec le mandat de parlementaire?
On a deux solutions aujourd'hui qui sont à l'étude et qui seront finalisées dans le projet de loi. Il y a d'une part, il existe déjà des métiers que vous ne pouvez pas exercer pour telle ou telle raison. Dans le code électoral, il y a une liste. Est-ce qu'il faut en ajouter d'autres? Et est-ce qu'en ajoutant d'autres, on peut finalement répondre à ce qui est notre préoccupation? Notre préoccupation, c'est pas d'empêcher les gens qui ont un métier avant, et notamment quand c'est un métier dans une activité libérale, où on ne va pas empêcher un agriculteur de faire ses terres. Des exemples concrets, on peut être avocat et avocat d'affaires, médecin, responsable avec les laboratoires. On prend un exemple, non, vous prenez l'exemple, le problème, et qui a été posé. Les exemples. Qui a été posé, pourquoi? Parce que, effectivement, tout le monde sait qu'on pouvait, à un moment donné, être le chef de l'opposition parlementaire et dans un grand cabinet d'affaires avec tout ce qu'il y avait. Donc, alors, y aura-t-il une liste ou pas? Une liste des métiers interdits? Je ne sais pas alors, s'il y aura cette liste, parce qu'effectivement, on ne veut plus que l'activité de conseil puisse être exercée en même temps que l'activité d'avocat. Mais il se trouve que vous avez des gens qui sont avocats, je peux témoigner, et qui n'ont jamais été dans ce type de dossier parce qu'ils font du droit des gens, du droit du travail, etc. Non, c'est nous qui allons décider, mais parce qu'on est en train d'expertiser d'une manière définitive ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. On est sur la ligne jaune du point de vue constitutionnel, et vous avez deux entrées possibles dans le raisonnement, soit traité par métier, soit éventuellement, piste alternative aujourd'hui, de traiter ça par le niveau de revenu complémentaire que vous pouvez en tirer. C'est-à-dire combien seuil? Si vous dites vous pouvez continuer à être avocat, mais à condition de ne pas gagner tant par mois, je pense que vous avez réglé la question de la distinction entre les avocats d'affaires et les autres. Allez, on continue. Mardi toujours, 18h, interview télé de Jérôme Cahuzac, que l'on n'avait pas ni vu ni entendu depuis la passation de pouvoir à Bercy le 20 mars dernier. Entre-temps, il y a eu les aveux d'un compte en Suisse, la colère des socialistes et surtout la colère des Français. Avec quels mots l'ex-ministre du Budget revient-il mardi soir? Johan Rolla. L'information ne semblait guère surprenante. Presque d'entrée de jeu ce soir, Jérôme Cahuzac le confirme. Il renonce à son mandat. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire. Dans une interview très minimaliste, sans cravate, l'ancien ministre du Budget est venu pour un tout autre exercice de communication, présenter ses excuses. Non seulement j'aurais pu, mais j'aurais dû dire non, et j'ai commis une faute en acceptant ce poste. Chaque mot semble avoir été choisi avec soin. Parmi ceux qui reviennent le plus souvent sur un registre très personnel, part d'ombre, faute morale, folle erreur. Dans l'écrasante majorité des cas qui se sont présentés lorsque j'avais à prendre des décisions, je ne sais plus que j'ai cela. Je l'ai tellement occulté que je me mens à moi-même avant de mentir aux autres. Mais l'ancien ministre est aussi venu organiser sa défense face aux rumeurs. Les sommes que vous venez d'évoquer n'ont rien à voir avec la réalité. Et la procédure judiciaire le montrera. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire aujourd'hui? C'est bien tout mon problème. Pourquoi me croire aujourd'hui dès lors que l'on m'a cru à tort hier? C'est la justice qui me permettra de démontrer à vous, aux autres, que ce que je dis maintenant est la vérité. Autre démenti, aucun membre du gouvernement n'aurait eu vent de son implication. Est-ce que d'autres savaient? Est-ce que le président savait? J'ignore quel était son degré de connaissance de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'à lui, comme au Premier ministre, comme à Pierre Moscovici, je n'ai pas dit la vérité. Difficile de mesurer les effets de cette déclaration. Le ministre confirme en revanche que cette affaire marque bel et bien la fin de sa carrière politique. Jean-Marc Ayrault a dit que c'était une opération de com et qu'il n'avait pas regardé jusqu'au bout. Vous avez regardé jusqu'au bout? J'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai partagé ce sentiment. Mais d'abord, c'était très tôt, je trouve, par rapport aux événements. Et c'est pas ces images-là qui est... Il n'y avait pas d'accent de sincérité, selon vous? Tout était fabriqué? Je suis pas juge. C'est les juges qui... Maintenant, il n'est plus dans le milieu politique, il a rendez-vous avec ses juges, pas avec les politiques et l'Assemblée nationale. Vous étiez à 1 mètre de lui. Voilà. Vous savez, dans la Quand vie, il l'a dit à l'Assemblée nationale. Vous savez, dans la vie, il y a des images comme ça, pour vous, pour moi, que vous garderez toute votre vie. Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 15, 20 peut-être. Et ce moment-là, moi, je crois que je le garderai toujours. Au moment où je vous parle, j'ai son regard et je suis à 1 mètre de lui. Il est à côté de moi. Dans l'hémicycle. Quand il se lève pour répondre, je suis à côté. Et quand on connaît la suite, bien sûr. Moi, quand un homme se lève, parle à la représentation nationale pour dire, avec cette force-là, j'ai jamais eu de compte,
J'ai cette image-là. Et ce que j'ai entendu, l'opération de communication, ne m'enlève pas cette image. Il y a eu évidemment cette petite phrase relevée par l'opposition. J'ignore quel était le degré de connaissance de cette affaire de François Hollande. Il aurait pu peut-être être plus catégorique, Jérôme Cahuzac. Il aurait pu, pour défendre le président. Il aurait pu, il aurait dû. Je le renvoie à ses responsabilités. Je veux dire, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il ait démissionné de son poste de député. J'ajoute que quand même, il y a eu des affaires sur lesquelles, puisqu'on est ici au Parlement, il y a une réponse, il y a la justice, mais il y a aussi des commissions d'enquête parlementaire. Quand on a voulu en faire une sur l'affaire des sondages, on a refusé. D'accord. Vous avez dit, Jérôme Cahuzac a démissionné de son poste de député. On a évidemment été recueillir quelques réactions à l'Assemblée. Je vous propose de les écouter. Je crois qu'aujourd'hui, il a pris la bonne décision, à la fois pour respecter l'Assemblée nationale et la démocratie, et à la fois pour se respecter lui-même. Je crois que compte tenu du caractère combattant de Jérôme Cahuzac, c'était la seule position qu'il pouvait prendre, à la fois pour être confronté à la justice, à ses juges, et puis pour reconstruire sa vie. Donc je ne vais certainement pas lui dire merci aujourd'hui de ne pas revenir à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la moindre des choses, et surtout le droit aurait dû l'empêcher de pouvoir revenir à l'Assemblée. Le droit, est-ce qu'il faut un nouveau texte pour empêcher un député qui a été mis en examen ou qui est concerné par une affaire de revenir? Non, dans le principe, je serais assez d'accord, sauf que regardez les choses juridiquement. Là, c'est parce qu'il a avoué qu'on sait qu'effectivement il a commis les faits. Sinon, c'est une fois que la condamnation est définitive. Donc mais si la personne est mise en examen, s'il y a un début d'affaire, jusqu'à nouvel ordre. Quelqu'un qui serait mis en examen, si après il est relaxé, vous faites comment? Oui, mais c'est ce qui s'applique pour le gouvernement, par exemple. Pour le gouvernement, c'est une règle et c'est normal parce qu'il ne peut pas y avoir la suspicion dans l'activité. Des parlementaires, c'est un peu plus délicat quand même, parce que vous allez passer ensuite à quoi? À tel ou tel fonctionnaire qui peut à un moment donné être poursuivi, ou si on vous cherche des ennuis à des journalistes. Non, je veux dire, la présomption. On sait très bien aussi qu'il y a une immunité quand on est parlementaire et qu'on peut aussi s'en servir face à la justice. Quelle immunité? Immunité parlementaire. Non mais vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas une justice à part pour les parlementaires? Monsieur Cahuzac va être jugé, c'est les juges d'instruction, les mêmes que pour vous, que pour n'importe quelle personne. L'immunité parlementaire, c'est uniquement aujourd'hui la nécessité pour le juge de demander l'autorisation du bureau pour le mettre en prison. C'est pas pour éviter des condamnations. Tout ça n'existe pas. Enfin, au moins que notre conversation serve aussi sur ce point-là à faire la transparence et sur le fait qu'on est bien dans le droit commun. Donc on reste sur l'idée qu'un député mis en examen peut continuer à exercer son mandat. Un député condamné, mais oui, parce que quand vous êtes mis en examen, vous n'êtes pas forcément coupable. Alors vous parliez tout à l'heure d'enquête. Cette semaine, Pierre Moscovici a été entendu par la commission des finances de l'Assemblée sur cette affaire. À sa gauche était assis le président de la commission, l'UMP Gilles Carrez, qui pas plus tard que la semaine dernière était allé à Bercy après la publication d'un article de Valeurs Actuelles. Le ministre de l'économie a-t-il tout tenté pour savoir la vérité après les révélations de Mediapart? Il a répondu devant la commission, ce qu'il a répété plusieurs fois dans les hémicycles de l'Assemblée et du Sénat. Et j'affirme ici, je répondrai à vos questions bien sûr, que dans le cadre du droit existant, encore une fois, nous avons fait tout notre devoir et que nous avons fait plus que n'importe qui avant nous. Qui ici me reprochera d'avoir respecté le droit et ses présomptions? J'espère personne. Alors, il devrait normalement y avoir une commission d'enquête parlementaire. Ce sera décidé mercredi dans l'hémicycle. Vous êtes, j'imagine, comme Claude Barthelone, comme le Premier ministre, pour cette commission d'enquête? Oui, mais c'est une décision qui fait honneur à notre démocratie. Demandée par l'UDI. Demandée par l'UDI. Et d'ailleurs, ça fait honneur, je pense, au gouvernement et au groupe socialiste qui est majoritaire, parce que c'est une rupture complète avec ce qui se passait ces dernières années. Il y a eu deux affaires, par exemple, importantes. L'affaire des sondages de l'Élysée, c'est pas rien. La réaction qu'on a eue, c'est-à-dire la réaction qu'a la droite aujourd'hui, elle est bien normale. Refusée. Ça a été de demander une commission d'enquête refusée. Karachi, c'est quand même dans la presse tous les jours. Ouais. Oui, enfin, extrêmement limité, c'est-à-dire que ça a été aussi refusé pour l'essentiel. Bon,
Là, on nous demande une commission d'enquête. Et là, C'est cette fois-ci, contrairement à Karachi, cette commission d'enquête aura accès à la tous les documents demandés. La résolution qui va être votée à l'Assemblée nationale est une résolution sur laquelle qui a été votée à l'unanimité, sur laquelle tout le monde est d'accord. Parce que le texte qui donne le spectre du travail, c'est celui de la résolution. Ce que faisait la droite avant, elle disait on veut bien, mais à la fin, il y avait tellement peu de choses dans la résolution que ça devenait impossible. Nous avons changé. Et c'est le même débat que celui que nous avons eu. Le changement, la transparence, et le président de la République était évidemment d'accord. Le champ de l'enquête sera large. Et il sera large, et il sera transparent, et ça sera public, et tous les responsables iront répondre sous serment. Ça va durer certainement un petit peu de temps. On n'est pas prêt de tourner le volet Cahuzac. Vous n'êtes pas prêt de tourner la page, finalement. C'est une sorte de sparadrap qui va vous coller pendant des mois. Personne ne peut nier que c'est une affaire grave qui a créé un vrai traumatisme. Mais nous sommes des responsables publics, politiques, et le président de la République, en annonçant toutes ces initiatives, les groupes socialistes en disant oui à la commission d'enquête, s'est mis à la hauteur de l'événement. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut accepter les comparaisons avec ce qui se passait précédemment. D'un mot, le bilan pour l'exécutif de cette page Cahuzac, il n'est pas bon? Vous avez vu les sondages? C'est naturel. Je veux dire, c'est quelqu'un que nous avons choisi, à qui on a fait confiance. Et aujourd'hui, les gens découvrent qu'on s'est trompé. Et nous, on découvre qu'il nous a trompés. Et donc, on apporte des réponses en termes de transparence. Si de cette épreuve, il peut sortir, je dirais, une amélioration du vivre collectif, et notamment du vivre bien collectif, et notamment sur la question de la transparence, alors je pense qu'on aura une réaction de responsables politiques. On va passer à toute autre chose, Alain Vidalis. On passe au mercredi et les syndicats qui manifestent devant le palais du Luxembourg. C'est un débat sous tension au Sénat qui examine la loi de sécurisation de l'emploi. Cette loi, c'est la transcription de l'accord qu'il y a eu il y a quelques mois entre les syndicats. Manifestation hostile à l'extérieur, mais contestation aussi à l'intérieur, notamment du Parti communiste. Regardez. En musique et en ordre de bataille, aux portes de la Haute Assemblée. Avant son examen en séance, les sénateurs communistes s'unissent aux syndicats opposés à l'accord sur la sécurisation de l'emploi. C'est la déstructuration du code de travail, c'est les licenciements économiques offerts sur un plateau aux employeurs, c'est la flexibilité, c'est la précarité. Dans le collimateur des élus communistes, le dispositif qui permet aux entreprises de négocier le temps de travail avec les salariés. C'est-à-dire la possibilité d'un chantage patronal pour dire aux salariés: vous devez baisser vos salaires, vous devez changer vos conditions de travail, vous devez accepter de la mobilité forcée, sinon on licencie. La pression dans la rue et la bataille qui se poursuit dans l'hémicycle, les sénateurs communistes demandant en vain la suspension des débats pour protester contre le peu de temps accordé à l'examen du projet de loi. Le vote final devrait intervenir vendredi ou samedi. À l'heure où on vous pose vos questions, nos questions, les débats continuent. Mais on a vu qu'à gauche, évidemment, cette loi avait beaucoup de mal à passer. Même à l'Assemblée nationale, où il y a eu, au Parti socialiste, des gens qui se sont abstenus. Oui, parce que ça correspond à aussi une division syndicale. C'est d'abord le résultat d'une méthode. Le président de la République avait dit, en se présentant devant les Français, je vais choisir la démocratie sociale. Et il avait dit, nous ferons le pari des accords majoritaires, notamment dans les entreprises. C'est-à-dire que là où sont les syndicats, à travers eux, on pourra faire évoluer les choses. On a pendant des semaines dit que cet accord était au fond minoritaire, enfin qu'il était majoritaire, mais qu'il ne correspondait pas, que c'était 3 organisations sur 5, mais qu'il ne correspondait pas au nombre de salariés. On a appris que c'était faux. Donc on a un accord qui est un accord majoritaire. Et donc, il y a des syndicats qui représentent une majorité de salariés qui l'ont signé. D'autres voient dans cet accord une démolition, je ne sais quoi, du Code du travail. Qui vient Vous appelez ça l'accord MEDEF. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez faire un licenciement économique, en l'absence de ce texte, qui décide? Et seul? L'entreprise. Demain, il n'y aura que 2 solutions possibles. Soit avec le contrôle de l'administration, c'est-à-dire de l'inspection du travail, soit après un accord majoritaire dans l'entreprise. C'est-à-dire que les salariés auront accepté le plan social. Est-ce que c'est ceux qui aujourd'hui sont dans la rue et qui disent « Ah mais non,
Mais je veux dire, c'est une amélioration. On pourrait toujours dire interdire les licenciements. Il y a aussi la Corée du Nord, mais ça ne fait pas rêver. Donc je pense que ce texte, il est le résultat d'un compromis, et ça se voit. La flexibilité aussi du temps de travail, la mobilité géographique, tout ça aussi est mis en cause. Vous qui êtes un ancien avocat spécialiste du droit du travail, vous connaissez tout ça par cœur, et vous connaissez aussi les griefs qui peuvent aller avec. Mais enfin, d'abord, j'observe que la CGT est très en pointe, c'est un grand syndicat, la CGT. Et en même temps, dans presque le même moment où dans la rue, il dit ce truc est un scandale, il y a un accord qui a été signé chez Renault, y compris par la CGT. C'est-à-dire que les salariés qui sont là, y compris de ce syndicat, décident de le faire. Évidemment, un accord de mobilité, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est 50% des salariés qui doivent être contents. Donc on donne des droits aux gens sur leur propre vie. Alors bien sûr, on dit toujours oui, mais dans ce contexte, parfois, ils ne pourront pas faire autrement. Mais enfin, vous savez, j'ai beaucoup plaidé des licenciements. Et je me suis toujours demandé si c'était le mieux pour moi, 2 ans, 3 ans après, ça m'est arrivé souvent, de remettre un chèque à des gens que plutôt ils aient gardé leur boulot 3 ans avant. C'est ça la question. Et je préfère vous dire que la réponse n'est pas si évidente que ça. Alors, juste un mot, non pas à l'avocat, mais au ministre. En ce moment, c'est le Sénat, le siège de la contestation, dans tous les textes que vous faites passer. Ah non, c'est pas le siège de la contestation. Non. Je pense que moi, souvent, je suis... Hein. Pardon? Souvent. Ah mais non, mais c'est parce que la situation politique est complètement différente. Je suis très étonné. Ça fait depuis que je suis arrivé. Alors le mot favorable, je veux dire, je les ai gardés d'ailleurs, je les collectionne. Le jour où j'aurai fini, j'écrirai un livre. Et donc, je veux dire, l'affaire du couac au Sénat, je veux dire, franchement, les journalistes n'ont que des qualités. C'est l'histoire parlementaire ils sont tous éternelle. remarquables. Mais alors là, je les ai, c'est collector, quoi. D'accord. Évidemment, chaque fois qu'on perd, quoi qu'au Sénat, mais on n'a pas de majorité. Comment voulez-vous qu'on fasse? Il faut qu'on arrive à convaincre. Et le groupe communiste, moi, je lui reproche rien. Comment reprocher à des gens de ne pas avoir tenu des engagements qu'ils n'ont pas pris? Ils ont décidé surtout qu'ils ne sont pas dans votre majorité. Pardon? Ils sont dans votre majorité ou pas? Ils ne sont pas dans la majorité gouvernementale, vous avez quand même remarqué. Oui, ça, j'ai remarqué. Il n'y a pas de ministre communiste. Et donc c'est normal, ils ont voulu cette liberté, donc ils n'ont pas d'engagement, et ils sont dans la majorité sénatoriale qui s'est constituée parce que c'est une majorité contre la droite. Et donc les choses sont très claires, et je dois dire que bon, je trouve ça... au début, j'étais un peu étonné. À force, je dois dire que maintenant, je suis... Ça vous surprend plus? J'ai un peu renoncé et je collectionne pour en faire un chapitre, quoi, voilà. D'accord, allez, on va revenir à l'Assemblée avec le jeudi, le mariage pour tous qui continue à enflammer les esprits. 25 heures de débat pour le texte sur le mariage pour tous. C'est le temps programmé fixé pour cette seconde lecture à l'Assemblée. Et dans la dernière ligne droite, dans la nuit de jeudi à vendredi, vous y étiez, bien sûr. On a même failli en venir aux mains. Elisa Bertholomé. On a bien cru que ça ne finirait jamais. Au bout de la nuit, les députés UMP sont contraints au silence, faute de temps de parole encore disponible. Scène ubuesque, tous doivent écouter Claude Bartolone égrener la liste des amendements à voter, sans pouvoir les défendre. Amendements identiques, 41, 90, 129, 152... 183. Une fin de soirée en apothéose. Quelques heures plus tôt, comme tous les soirs depuis le début des discussions, les militants anti-mariage pour tous se mobilisent. Hollande, ta loi, on n'en veut pas. Au moment de la dispersion, quelques fauteurs de troupes se mêlent au groupe. La manifestation se termine avec une prière de rue avant une dispersion par les CRS. Bilan, une ballerine égarée qui ressurgit quelques instants plus tard dans l'hémicycle. Mais vous savez ce que j'ai trouvé moi sur les invalides ? Une ballerine, messieurs et mesdames et les parlementaires, une ballerine. Voilà ce que les forces de l'ordre de M. Valls aujourd'hui font. Ils interpellent des jeunes de France avec des ballerines. Voilà. Et vous êtes fiers de ce que vous faites. Des attaques de l'opposition qui font sourire des conseillers de Christiane Taubira. Les esprits sont fatigués. L'UMP provoque un violent incident de séance. La provocation à l'égard des militants, la provocation à l'égard des députés de l'opposition, la provocation, elle vient
indiscutablement de la part du gouvernement et de la majorité. Là, de tous ces excès, Claude Barthelone décide d'en finir et de poursuivre les débats toute la nuit. Une nuit longue, très longue pour certains. Les débats se sont terminés à 7h30 ce matin. Le vote solennel aura lieu mardi prochain dans l'hémicycle. Alors Alain Vidalies, là encore, vous étiez aux premières loges, hein, vous étiez à quelques pas de cet incident. On va regarder une photo prise par un député dans l'hémicycle, il a eu le réflexe au moment de l'incident. Donc vous étiez juste à côté, il y a eu pendant ces 25 heures aussi quelques phrases malheureuses, un député UMP qui a dit qu'avec ce texte, on assassinait nos enfants. Vous savez ce qu'on vous reproche? On vous reproche d'avoir un petit peu attisé la colère en choisissant le temps programmé, en avançant le calendrier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le texte a été voté au Sénat. Lorsque vendredi matin, le texte a été voté au Sénat, ce qui n'était pas couru d'avance, puisque voilà, on avait entre 3 et 8 voix d'avance, hein, donc il fallait que ce soit fait. Et ça a été fait dans de telles conditions que les articles 1 et 3, c'est-à-dire les articles essentiels de ce texte, ont été votés conformes. Vous le savez, mais je précise que quand l'Assemblée a voté un article et le Sénat le même, il n'est plus en discussion. Et donc on se trouvait, à partir de vendredi, avec un texte où il n'y avait plus en discussion, au fond, que des articles, je ne vais pas dire secondaires, mais un peu quand même. C'est-à-dire que la majorité, hein, le 4 bis, le 16 bis, c'était quand même contesté. Écoutez, si vous pouvez accélérer. Voilà. Donc on décide d'accélérer. Pourquoi? Très honnêtement, parce que cette condition étant remplie, il y a une crispation autour de cette affaire, et puis ce qui se passe dans la rue. Les gens, le droit de manifestation, je serai toujours le premier à le défendre. Et qui ne comprend pas aujourd'hui qu'autour de gens qui manifestent normalement, se sont greffés des groupuscules d'extrême droite, une radicalisation, et qui à chaque fois est à l'origine des débats. Donc il valait mieux en finir vite, hein, c'est ça que vous dites, il valait mieux en finir vite? Je pense qu'il fallait avoir un double message, un triple même. 1, le débat est fini sur l'essentiel. 2, il faut que les responsables publics aujourd'hui montrent où doit avoir lieu le débat. Ça, c'est une affaire de fond. Pourquoi on a, au fond, je vais dire des choses un peu basiques, mais pourquoi on a inventé la démocratie? Pour pas qu'il y ait la guerre civile. C'est-à-dire qu'on peut s'affronter. Il y a des règles, il y a des élections, il y a des règles, il y a une majorité, il y a une minorité, mais on ne se tape pas dessus. C'est pour ça que les incidents, de ce point de vue-là, sont une régression tout à fait inacceptable. Et donc, le message, c'est au Parlement. Les gens qui sont contre et qui manifestent. Mais on ne leur demande pas, à partir du moment où ça sera la loi de la France, ils devront l'appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront pour. Ça veut dire qu'ils devront se battre politiquement pour peut-être un jour voter autre chose. Je n'en crois rien, mais leur liberté à eux et leur combat, ça doit être celui-là. Ça ne doit pas être de créer des dégâts, des incidents. Et quand M. Fasquelle a dit les forces de l'ordre de M. Valls, non. C'est les forces de l'ordre de la République. Alain Vidalies, pour clore sur ce chapitre, parce qu'il me reste moins d'une minute d'émission, on dit que le premier mariage pourrait être célébré début juin, c'est vrai ou pas? Oui, non? Oui. Très bien, ça c'est une information. On va terminer sur cette information aussi. On l'a appris vendredi matin, les otages qui avaient été pris au Cameroun, une famille de 7 personnes avec des enfants, 4 enfants ont été libérés. C'est le soulagement, j'imagine, de votre côté. C'est en tout cas ce qu'a dit le président de la République. C'est plus que le soulagement. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie, ces images... à vous comme à moi, nous ont choqué l'image de ces enfants, et puis la crainte de cette famille, et au milieu de la tourmente de la vie politique. Un peu plus sur les conditions? Non, puis j'en suis pas informé. Donc, mais voilà, un petit moment de bonheur, un grand bonheur pour cette famille et pour eux. Et puis j'espère un petit bonheur politique collectif pour la France. Voilà, un moment de bonheur. Et on ajoute que lundi, il y aura dans l'hémicycle, à l'Assemblée, un vote sur la poursuite du conflit au Mali, comme le veut la Constitution, et voilà. Ce sera également au Sénat. C'est un débat obligatoire au bout de 4 mois, donc il faut qu'il y ait ce vote. Et je pense ça permettra de faire un point sur la situation des forces françaises sur place. Aussi d'être transparent, et je pense... aussi un moment de consensus républicain. Merci beaucoup Alain Vidalies d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. Merci, au revoir.